Bonjour les amis, j'ai décidé donc de faire une série de vidéos sur l'initiation au tarot, ce qui comportera donc 22 épisodes. Celui-ci c'est le premier. Avant de commencer, je vais d'abord présenter quelques ouvrages qui m'ont aidé à faire ces réflexions et avec lesquels vous pourrez aussi travailler si vous désirez vous initier plus profondément. Un des premiers livres c'est celui-là, d'Oswald Wirth et Stanislas de Guaita, eux qui ont créé un tarot qu'on appelle le tarot de Wirth, avec beaucoup d'explications ésotériques et philosophiques dans la trilogie des livres de Stanislas de Guaita. Donc le premier c'est le Temple de Satan, le deuxième c'est les clés de la magie, et le troisième c'est celui-ci. Et ça parle donc de l'initiation du tarot et de tout ce que ça comporte dans les aspects métaphysiques. Après, il y a aussi ce livre-là, qui fait un rapport du tarot avec l'alchimie et l'hermétisme, étant donné que le tarot est hermétique. Ici, nous avons le livre de Samael Aun Weor, qui est un adepte de la fraternité blanche. C'est essentiellement très hindouisé, ceci. C'est un rapport de la Kabbale avec la doctrine hindouiste, tantrique et tout ça. Ici, c'est un livre qu'on ne présente pas. Il est connu dans le domaine. C'est le tarot divinatoire de Papus, un de mes grands maîtres. Ici, c'est le tarot de Joseph Maxwell. Livre que je connaissais pas, enfin un auteur que je ne connaissais pas, mais je trouve sa façon d'aborder la symbolique assez humble et constructive. Puis on a celui-là qui est un grand classique. Celui-là, franchement, pour ceux qui veulent s'initier à la philosophie et tout ça, à l'hermétisme, à la maçonnerie, je vous conseille donc ce livre-ci. Puis on a ce livre d'un auteur que je ne connais pas, mais dont j'admire le travail parce que la tentative de méditation et de réflexion dessus est assez complexe et complète à la fois. Ici, on a donc une interprétation en 22 chapitres de la science occulte par le grand monsieur Paul Jagot, un grand monsieur. Puis nous avons aussi les 22 arcanes représentés dans ce livre-là, au point de vue de l'aspect de magie et de sorcellerie qui pourrait s'y trouver dans le parcours initiatique de l'âme humaine. Et donc, encore celui-ci, où il y a quelques petits renseignements sur les 22 arcanes supplémentaires, ainsi qu'une comparaison donc des 22 arcanes avec les 22 lettres de l'alphabet kabbalistique et hébraïque. Et puis ce livre-là qui je trouve très complet pour les gens qui veulent avoir une idée assez globale de l'occultisme en lui-même, et on y trouve un chapitre sur le tarot. Il y a encore d'autres ouvrages, mais je ne vais pas les présenter, étant donné qu'ils ne sont pas avec moi. Donc voilà, je vais essayer de commencer. Donc je vais montrer donc le fait qu'il y a plusieurs jeux, ça vous le savez. Il y a des jeux qui se comportent une tradition, je dirais, primordiale, donc initiatique, où le moindre changement de détail peut fausser toute la compréhension du système. Ça, c'est ce qu'on trouve avec les nouveaux tarots très artistiques ou très abstraits. Ça n'a aucune valeur initiatique. Pour avoir une valeur initiatique et retrouver la doctrine hermétique, il faut se fier donc au tarot de Marseille, qui est celui-ci, et dont Wirth a fait une adaptation avec Stanislas de Guaita, et que je trouve donc plus beau et plus artistique aussi.
Celui-là est beaucoup plus grossier. Vous voyez pas très bien parce que j'ai pas une bonne caméra. Mais en tout cas, vous allez le trouver. Enfin, vous devez le savoir. Vous avez peut-être un jeu de tarot. Puis ici, ça c'est un tarot pour débutants en fait. Je l'ai juste pris parce qu'il était intéressant pour voir les notes qu'il y avait dessus. Mais sinon, initiatiquement, ça vaut rien. Et donc, après, il y a d'autres dérivés comme le tarot de Waite. Celui-là est très 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 différent. Il fait partie donc de la Golden Dawn Waite. Donc, même organisation que Crowley. Le tarot de Crowley, je l'ai pas avec moi. Mais il est assez spécial aussi, beaucoup de changements. Donc moi je travaille sur une base traditionnelle, donc c'est avec celui-là de Waite. Donc c'est avec celui-là que je vais travailler pour parler du symbolisme et de tout ce que ça comporte. Donc voilà, je vais enlever ces trois-là parce que je vais enlever ces deux-là, ce qui ne servent à rien aujourd'hui. Donc voilà, on commence. Donc le battleur. Le battleur, c'est le mage, appelé le magicien. C'est aussi appelé l'adepte, le récipiendaire, l'unité, l'initié, le disciple, l'apprenti. Dans son sens péjoratif, le battleur devient l'illusionniste, le mage le prestidigitateur ou le sorcier. Et donc, ce qui fait que donc le battleur, avec son nombre 1, représente l'unité, l'action, la création, le commencement et le début de toute chose. On l'appelle illusionniste car il a une compétence qu'il partage avec ce qu'on appelle le démiurge, c'est-à-dire la volonté de créer et l'intelligence créative due à sa présence d'esprit. Donc le mage est comme le démiurge, il n'est pas un créateur mais il est l'agent de la création. Le créateur ne peut pas être compris, il est inconcevable, donc on peut dire que le démiurge c'est le verbe, c'est le logos, c'est le deuxième aspect de la Trinité, mais qui se trouve en première position pour commencer le pèlerinage de l'âme à travers le cycle des 22 arcanes. Donc ce qu'on retrouve surtout sur le battleur, c'est d'abord ce symbole au-dessus de sa tête qui est le lemniscate et dont on fait le symbole de l'infini. Symbole de l'infini est donc en forme de 8 et ce même symbole de 8 représente aussi l'analème solaire. L'analème solaire, c'est le parcours du soleil sur une année et il se retrouve toujours au même endroit l'année d'après, formant donc une boucle comme le lemniscate. Et donc ce symbole, donc le lemniscate, symbole d'infini, c'est aussi le symbole du double mouvement dynamique polarisé. Je m'explique, donc c'est ce double courant comme sur le caducée, on voit une ascension et une descension, une progression et une dégression, une expansion, une contraction, une force centrifuge et centripète, une force de vie et une force de mort. Avec donc un point central, le point central qui est le point d'inertie, le point neutre et qui est à la fois le point alpha et le point oméga. Donc c'est le point au milieu de l'écliptique où les deux côtés se rejoignent et donc c'est pour ça qu'on dit que le début et la fin de toute chose. Donc vous voyez que le symbole du lemniscate est ce mouvement dynamique polarisé que fait l'électricité et le magnétisme en lui-même aussi. Donc étant donné la couleur qu'on retrouve sur le chapeau, c'est la couleur rouge. La couleur rouge donc synonyme d'activité de l'esprit, synonyme de l'expansion, avec du jaune, symbole d'impulsion, de lumière solaire, avec le vert dedans pour représenter la génération de la vie, et à l'intérieur on retrouve du bleu qui est donc la réceptivité de la forme à l'esprit.
Et donc, on sait bien que le battleur peut, étant donné qu'il représente le parcours initiatique de la doctrine hermétique, on comprend qu'il a une influence mercurienne. Et étant donné qu'il est médiateur entre le ciel et la terre, on peut dire qu'il est androgyne. Et donc, le battleur, c'est donc ce qui est actif, positif, l'initiative, la possession de son moi. Le but de cela, c'est d'acquérir la sagesse et la raison en puissance, en rendant apte à s'instruire de toutes choses. Il ne faut pas oublier que le battleur, étant donné le premier nombre, a un rapport direct avec l'ermite, qui est le dernier des nombres, le 9, puisqu'ensemble, l'initié devenu accompli et maître dans l'ermite, ensemble forment le 10, et le 10 c'est la roue, et la roue c'est l'éternel recommencement du cycle d'alternance des polarisations. Donc je disais donc le symbole du lemniscate indique ce double mouvement, avec ce point central. Ça représente aussi cette dualité qu'on retrouve dans le signe de l'ésotérisme que fait le battleur, qui a donc la forme de la lettre hébraïque, l'aleph. Et donc, c'est sa main gauche qui tient le bâton rouge. Donc sa main gauche tient un bâton est l'élément feu. Donc c'est une activité réceptive. Et sa main droite, qui est masculine, touche la terre. Donc c'est une réceptivité créative, une concrétisation corporelle de l'influence céleste qu'il a reçue de sa main gauche. Donc vous voyez que le disque, lui, n'est pas rouge comme l'activité du bâton, mais qu'il est jaune et noir, donc qui représente la corporéité pour la couleur jaune, donc plexus solaire et l'intelligence corporelle de la manifestation. Et le noir représente le noir représente donc la couleur des ténèbres, de l'obscurité, qui est généralement représentée pour la matière, donc la matière brute. Donc vous voyez aussi que par exemple son costume aussi a plusieurs couleurs, ça, je l'expliquerai tout de suite. Mais d'abord continuons donc avec cette dualité présente dans son symbole de l'infini et dans son geste donc de réceptivité et d'activité, donc qu'on peut représenter avec les deux termes du yang et du yin, du solvay et du coagulat, donc de la dissolution et de la coagulation, donc de l'esprit et de la matière, du haut et du bas, et donc comme je vous le dis, l'activité réceptive de l'esprit et la réceptivité créatrice de la concrétisation corporelle. On voit donc il tient un bâton, sur la table il y a une coupe, une épée et un denier, donc ça représente les quatre éléments. Les quatre éléments, donc l'eau, l'air, la terre et le feu. Donc ces quatre éléments sont en rapport avec tout ce qui peut comporter les divisions du nombre 4 dans les choses, donc les quatre saisons, les quatre éléments, les quatre tempéraments, les quatre évangiles, les quatre sphinx, les quatre âges, les quatre directions, ou les quatre vents, qui est à rapprocher donc aussi du tétragramme kabbalistique Yod et Vahe. Donc Yod c'est le bâton, et c'est la coupe, Vav c'est l'épée, et le deuxième et ça représente le denier. Le denier donc c'est aussi en rapport avec le signe astrologique du taureau. Les épées sont en rapport avec le signe astrologique du scorpion ou de l'aigle, le bâton avec le signe astrologique du lion, et les coupes avec le signe astrologique du Verseau. Donc, quand je vous expliquais donc ce double mouvement polarisé, cela est aussi retrouvé dans le champ toroïdal, donc avec le point central, le point 0, puis l'ascension, la descension, l'expansion et la contraction du champ toroïdal électromagnétique. Et donc on voit quatre éléments qui sont donc en rapport avec les quatre mondes kabbalistiques. Les quatre mondes kabbalistiques donc sont
le monde Hatzilut pour les archétypes, le monde de Bria pour la création, le monde de Yetzira pour la formation et le monde de Asya pour la matérialisation. On voit que la table a 3 pieds. C'est donc les 4 éléments dans les 3 mondes. Les 3 mondes sont donc le monde spirituel ou céleste, le monde psychique, animique ou hominal, et puis le monde physique, corporel, naturel. Donc ces 3 mondes sont aussi rapprochés des 3 termes alchimiques, donc le soufre, le mercure et le sel, donc les 3 forces actives, passives et neutres, et donc qui sont les 3 piliers du monde objectif, support de la substance élémentaire. Donc on voit bien qu'il y a le 4 des éléments et le 3 des 3 mondes qui sont représentés, qui forment donc un septénaire, donc la concrétisation du 3 dans la matière, le 4. Donc vous voyez aussi que les 4 éléments sont en rapport, comme je l'ai montré, avec les saisons, les mondes kabbalistiques, aussi avec les 4 corps du sphinx, comme je l'ai expliqué, donc avec l'âme végétative, physique, l'âme émotionnelle, astrale, l'âme résonante, mentale, l'âme intuitive, l'esprit supérieur. Donc vous voyez bien, le battleur c'est donc le symbole de la volonté, du principe créateur, symbole du principe de création, d'action, d'activité, de l'initiative individuelle. On voit donc une rose qui fleurit, c'est la rose des initiés, la rose symbole pentagrammique, donc des initiés hermétiques, fleur qui va s'accroître en devenir, et donc germer la sagesse qui est en cours de réalisation. On voit aussi qu'il a 5 boutons qui sont en rapport avec la quintessence, donc les 4 éléments plus le 5e, l'éther. On voit donc que les couleurs sur son costume, on retrouve donc le rouge. Le rouge, ça peut être la couleur du soufre, en tout cas c'est l'esprit, l'activité, le dynamisme vital, les volontés. Puis il y a aussi le bleu. Le bleu c'est plutôt donc la réceptivité, la coagulation, l'idéation, la réception animique, donc qui peut être rapprochée de l'eau mercurielle alchimique. Puis on a le jaune, couleur d'intelligence et d'action concrète, d'impulsion en rapport avec le plexus solaire, donc avec les manifestations corporelles de la lumière. Puis il y a le vert, donc qui est couleur de génération, de fertilisation des idées, la germination de la vie. Donc on retrouve toutes ces couleurs sur la carte. Ça dépend, les tarots n'ont pas toutes les mêmes couleurs, en tout cas chaque couleur a sa signification. Donc une fois qu'on la connaît, on peut aisément l'interpréter selon les différences. Comme ici par exemple, on voit que c'est pas du tout les mêmes couleurs. Il a un pied rouge et un pied bleu, donc ça c'est aussi pour prouver l'alternance de la polarité. Et puis le reste un peu similaire, le rouge, le jaune, le bleu, le vert. Donc voilà. Donc le battleur en médiateur est réceptif sur le plan matériel. Donc c'est pour ça qu'il a les jambes bleues et les chaussures noires. Et puis il est actif sur le plan spirituel. C'est pour ça que son chakra couronne est de couleur rouge. Donc voilà. Donc la relation philosophique du battleur, donc qui est aussi appelé l'escamoteur, Cours de Gébelin dans son monde primitif dit que c'est une relation philosophique parce que l'univers visible n'étant que magie et prestige illusoire, comme l'appellent les hindous la Maya, ou les gnostiques le démiurge artisan, donc l'illusion, le tourbillonnement universel des choses représenté par le lemniscate nous empêche de voir la réalité. On est jouet des apparences produites par le jeu de forces qui nous sont inconnues. Le battleur cause première correspond dans l'univers à Dieu, envisagé comme le grand suggestionneur de tout accomplissement cosmique. Dans l'homme, c'est le foyer d'initiative personnelle, centre de perception, de conscience et de volonté. C'est le moi,
prête à créer notre personnalité. L'individu a la mission de se faire lui-même. Le lemniscate, émanation active de la pensée, notre ciel mental parcouru par le soleil de notre raison, retenu dans l'écliptique des étroites limites qui nous sont accessibles. Donc vous voyez bien le symbole primordial du Butler est donc la pensée, le commencement des idées, donc l'initiative de toute chose, le début. Bon, pour les éléments, on comprend que la victoire sur l'élémentaire, c'est la concrétisation des actions. Que l'épée, donc, c'est pour avoir affronté l'air, on obtient le glaive du verbe qui fait fuir l'erreur et le mensonge. Donc c'est la parole juste. Triomphant de l'eau, donc c'est conquérir la connaissance de la sagesse. Éprouvé par le feu, c'est recevoir le commandement du sceptre royal, symbole de sa volonté, confondue avec le divin vouloir. Donc le Butler, c'est principe de toute chose, unité, principe, esprit pur, sujet pensant, unique et universel, se réfracte dans le moi de toute créature intelligente, initiative, centre d'action de spontanéité, d'intelligence, acuité du discernement, autonomie, rejet de suggestions extérieures, émancipation de tout préjugé, présence d'esprit compréhensif. Donc c'est bien le symbole d'une intelligence supérieure. Donc on peut aussi savoir qu'il y a des relations astrologiques avec le Butler, mais les spéculations sont nombreuses. En tout cas, pour la plupart, on retrouve l'association du Butler donc avec l'élément R, parce qu'il porte la lettre Aleph, et Aleph est donc kabbalistiquement l'élément R. Mais l'Aleph représente aussi la constellation d'Orion, et peut aussi représenter la constellation du Taureau. Par contre, le Butler, lui, dans son influence astrosophique, on peut, selon la plupart, y voir donc le Soleil ou Mercure. Ceux qui disent le Bélier, c'est parce qu'il est l'impulsion première, donc comme le Bélier dans la nature, le premier signe. Et ceux qui disent le Lion, c'est parce qu'ils disent que le Lion a une forte volonté, donc c'est une réflexion philosophique. Donc ceci dépend de votre méditation sur la chose. Et donc on sait aussi donc le Butler, en bien, ça représente en tant que point de départ de cause première, ça représente en bien la dextérité, l'habileté, la finesse diplomatique, l'éloquence, la persuasion, l'esprit vif, l'intelligence prompte. Et en mal, c'est tout le contraire, c'est un hableur persuasif, un suggestionneur, un illusionniste, un arriviste, un trompeur, un opportuniste, quelqu'un de vaniteux, orgueilleux, un manipulateur. Au lieu de l'esprit vif, c'est plutôt une agitation mentale. Donc c'est un surménage intellectuel ou réflectif. Donc Aleph en tant que symbole représente l'unité, donc le premier nombre, et tout annonce une cause active intelligente. L'être, l'esprit, l'homme ou Dieu, l'esprit compréhensible, l'unité mère et père des nombres, la substance première. Donc au point de vue donc de l'influence d'activité, de réceptivité, donc on voit bien que de la main gauche il reçoit les influences des idées et de la main droite il concrétise et matérialise dans la forme ce qu'il a idéalisé. Donc on peut aussi en faire une esquisse kabbalistique en rapprochement donc avec toute cette doctrine initiatique. C'est que l'unité, ça représente la couronne, la séphira Keter, source de toute activité, point de départ, spécialement de toute pensée, le Père, le Dieu vivant qui dit « Je suis ». Donc, unité, cause spirituelle génératrice. L'être associé peut être Yod, pour le monde Adzilut, le monde des archétypes, le monde du feu, de l'esprit. Principe conscient, le moi,
centre immatériel d'où rayonne la pensée, idée pure, antérieure à toute expression, cause, sujet. En esquisse cosmogonique, on pourrait dire donc que tout remonte à l'activité créatrice, symbolisée par le battleur, personnification de l'unité pensante qui suggère, l'idée devant être conçue. Le dieu du tarot est le magicien, père de toutes choses, le générateur éternel du verbe réalisateur, cause primordiale abstraite, il est le point mathématique sans dimension, d'où le mouvement engendre toutes les formes géométriques. C'est le centre subjectif autour duquel se conçoit l'objectivité. Son symbole graphique le plus simple est le trait vertical, le 1, qui est l'alif de l'alphabet arabe initial d'Allah. À défaut du point qui n'est pas représentable et doit se concevoir comme le centre de la prunelle de l'œil de Dieu, comme le symbole du soleil. Esquisse du programme initiatique, donc le battleur représente l'initiable qui ne doit dépendre de personne, il n'a que faire d'un savoir d'emprunt, d'une pauvre science d'écolier, sans initiative intellectuelle, nul n'approche de la porte du temple où il faut oser frapper avec l'énergie d'un indomptable vouloir, pour y être admis à se taire. Il y a aussi l'esquisse du tarot à la lumière de la philosophie hermétique. Donc 1. Le battleur ou l'opérateur représente l'adepte, l'alchimiste qui décide à entreprendre le grand œuvre. Alchimiquement, ça peut aussi représenter la force attractive et par développement dans les trois mondes, spirituel, animique et physique, donc du soufre, du sel et du mercure, affinité du sel, du soufre et du mercure, donc l'unité de la matière. Puis il y a aussi la concordance maçonnique, le battleur ou le prestidigitateur ou le magicien, postulant reconnu initiable en raison de ses aptitudes et de ses bonnes dispositions. Donc là vous avez des esquisses philosophiques de ce que représente le battleur, en grande partie pris dans ce livre-là de Oswald Wirth, donc je vous le conseille. Et donc, important de comprendre le fait que le battleur en tant que cause première, son but est de rejoindre l'ermite et donc le nombre 9 pour arriver à l'accomplissement de l'initié qui devient maître. Voilà. Donc, et son stade intermédiaire sera donc le chariot, mais tout ça ce sera pour d'autres vidéos, chaque arcane à la fois. Et donc ce que je voulais dire encore dessus, c'est l'importance du nombre 4 sur la carte, qui est représenté par les 4 éléments. Parce que si on met donc les 4 éléments du 4, les 4 lettres du tétragramme en rapport avec les 4 mondes, donc le monde des archétypes, le monde de la création, le monde de la formation et le monde de la matérialisation ou concrétisation, on voit donc que si on place le bâton à l'est, si on place l'épée à l'ouest, au nord les coupes, au sud les deniers, on est avec le rapport astrologique du tarot, parce que le tarot donc c'est 78 cartes, 22 arcanes majeures, 56 mineures, mais 78 c'est la valeur secrète de 12, donc 12, quand on les additionne on arrive à 78. Donc on voit bien qu'il y a un rapport astrologique avec le tarot, parce qu'il y a 12 signes. Donc voilà, il y a 12 signes, et ces 12 signes sont en rapport avec la doctrine initiatique. Et donc on voit bien que par exemple 12, ça fait 3, c'est un chiffre neutre, et comme je l'expliquais dans la vidéo sur les nombres, et que 78, c'est 7, c'est un nombre actif et masculin, et 8, c'est un nombre féminin. Donc on retrouve encore la trinité des trois forces dans cette explication-là, donc de l'activité, de la réceptivité et de la neutralité, ou du médiateur.
Et donc si on met à l'est le bâton pour le feu, qui est donc le symbole du bélier, et que on met de l'autre côté les épées dans la balance du jugement, qui est aussi un signe d'air, donc on a le nombre 8. Et le 8, c'est donc le nombre de la justice et de l'équilibre et de l'alternance de la polarisation. Et si on prend donc le Cancer, lui qui est en maison 4, avec le Capricorne en maison 10, on a le 14, et le 14, c'est la tempérance, c'est encore une histoire d'équilibre et d'alternance, de mouvement et de polarisation. Donc c'est philosophiquement très bien expliqué dans ce quaternaire. Et donc si on additionne les deux arcanes d'équilibre, la justice plus la tempérance, on arrive au nombre 22. Donc si on compte maison 1, maison 4, maison 7 et maison 10, on arrive à 22 et on a donc les 22 arcanes du parcours initiatique. Donc vous voyez bien qu'il y a un rapport, hein, et ce rapport est très bien expliqué dans le quaternaire et dans le ternaire. Et donc pour cela, on verra avec les autres arcanes. En tout cas ici c'était uniquement sur le battleur, la cause première, la volonté d'agir, l'initiative, le début. Il y a encore beaucoup de choses à dire. J'en ferai pas le tour en une vidéo. En tout cas, je sais pas faire mieux parce que j'ai pas beaucoup de moyens technologiques pour pouvoir faire de meilleures vidéos. En tout cas, j'ai essayé d'expliquer un maximum d'informations en peu de temps. Ça peut peut-être être beaucoup pour certains. Pour d'autres qui connaissent le tarot, c'est rien du tout. En tout cas, je voulais juste vous amener à des pistes de réflexion. Et donc sur le sujet du battleur qui est donc la volonté d'initiative, la volonté d'entreprendre, de créer et donc de parcourir son ascension vers sa libération. Donc voilà, ce sera un parcours initiatique en 22 arcanes. Là, je vous ai fait la première. J'aurais peut-être dû commencer par le fou, mais le fou, c'est un sujet de méditation, d'arcane assez abstraite, donc ça demande beaucoup plus de travail, enfin, beaucoup plus de réflexion de ma part pour mieux le coordonner sur une vidéo. En tout cas, on sait que le point de départ, c'est le 0, c'est le fou, et le résultat, c'est le 22, c'est le 0, c'est le fou. Donc en fait, quand il y aura la vidéo dernière du fou, il faudra se dire que c'est le début et la fin. Un peu comme le point d'inertie dans le limniscate ou le chant toroïdal. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que ça vous donne envie de chercher à vous initier à une compréhension hermétique de tout cela et ne pas seulement voir l'aspect divinatoire de bas étage ou de pacotille, comme je le dis, parce que là n'est pas le but premier du tarot. Hein. Il n'est pas fait pour que le destin se révèle, il est fait pour nous aider à agir sur notre propre destin. Donc, c'est pas se laisser aller par les événements extérieurs à la fatalité, c'est d'apprendre à gouverner sa volonté selon les influences extérieures. Donc, c'est là tout le but de l'initié qui s'initie, ou d'image qui cherche la sagesse. Donc voilà, comme je vous ai dit, tout est question de principe, de loi et de fait, donc tout est question d'esprit, d'âme et de corps. J'espère que vous l'aurez compris, parce que bon, dans le tarot, il y a 21 arcanes plus le 0, donc 21 c'est 3 fois 7, il y a 7 pour l'esprit, 7 pour l'âme et 7 pour le corps. Donc ça, ce sera expliqué dans d'autres vidéos. En tout cas, là, vous avez beaucoup d'informations sur la première carte, le premier arcane, qui est donc le mage, l'initié, le récipiendaire, l'adepte, l'illusionniste, l'escamoteur, le battleur, le prestidigitateur. Il est l'agent de la création, il n'est pas le créateur. Il est le démiurge,
il est celui qui façonne la pensée. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.